faisons un peu de pédagogie, j'en profite. On parle souvent, et d'ailleurs, elles sont au centre de la plupart de ces réglementations, des données personnelles. Me semble-t-il, à vous avoir lu, vous aimez bien faire quelques différences entre les données, non pas forcément selon des domaines, mais plutôt selon les méthodes de collecte. Par exemple, consciente ou inconsciente, anonymisée ou pas. C'est, je pense, important de considérer ces data, ces données personnelles, non pas d'un seul ensemble, en étant pour ou contre, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'en est peut-être plus là, mais peut-être d'en faire des catégories, comme vous émettiez l'idée qu'on peut faire des catégories d'intelligence artificielle, y compris sur leur dangerosité. Et là, même par rapport au médical, par exemple, il y a des données assemblées qui sont essentielles pour les chercheurs. Oui, alors en fait, les données, il y a plein de manières de catégoriser les données. D'abord, on a effectivement des données personnelles et des données non personnelles. Des données non personnelles, on n'y pense pas, mais elles sont très nombreuses. Par exemple, vous pouvez avoir la base de données du stock de vêtements d'une chaîne de vêtements. Ce sont des données non personnelles. Elles ne racontent rien sur les individus, elles ne parlent que des stocks disponibles pour cette chaîne de magasins. Bon. Et ces données-là ont une importance aussi. Hein. Dans nos économies, ce sont des données qui ont une forme de valeur pour les entreprises qui les collectent, mais pas que. Et puis évidemment, la question, c'est celle des données personnelles. Alors les données personnelles, elles ont une vie. C'est-à-dire que vous avez la donnée personnelle qui est identifiée ou identifiante, c'est-à-dire celle qui est ce qu'on appelle donnée personnelle, c'est toute donnée qui peut être rattachée à un individu, directement ou indirectement, même si on ne sait pas que c'est monsieur ou madame Trucmuche, à partir du moment où on peut la raccrocher à une personne, c'est ce qu'on appelle une donnée personnelle. Ensuite, cette donnée, elle peut être pseudonymisée, c'est-à-dire qu'on la détache de tout ce qui peut la rattacher à une personne, mais c'est un processus réversible. C'est-à-dire que quelqu'un a la clé, quelque part, qui peut permettre de retrouver quand même à qui appartient cette donnée personnelle. Et après, on a la donnée anonymisée. Alors, la donnée anonymisée, elle est complètement... il est impossible de savoir de qui on parle. Mais cette donnée anonymisée, elle est de plus en plus difficile à obtenir. Pourquoi elle est difficile à obtenir? Parce que plusieurs raisons, mais notamment parce que il y a tellement de données qui circulent que plus on croise les données, plus on peut retrouver qui est derrière la donnée. Aujourd'hui, vous avez plein de manières de désanonymiser de la donnée. Et évidemment, la donnée anonyme, elle perd un peu de sa valeur, c'est-à-dire qu'elle devient moins intéressante. Donc les gens ont tendance les responsables de traitement essayent de travailler autour de la donnée pseudonymisée. Donc ça, c'est un peu la vie de la donnée à travers ces trois étapes. Après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ces données? Qui va avoir le droit de s'en servir? Pour en faire quoi? Et c'est là où il y a toute une forme d'ambiguïté, parce que certains veulent... c'est une des discussions qu'il y a au sein du Data Act, dire que le secteur économique dit on veut pouvoir faire ce qu'on veut des données personnelles, ok, on va vous les pseudonymiser, mais après laissez-nous jouer avec, quoi. Voilà, parce que ça crée de la valeur économique. Et donc là, le rôle du droit et le rôle de la CNIL, c'est de veiller à... parfois, c'est pour faire des choses très intéressantes. Hein, il ne s'agit pas d'être anti-usage de la donnée personnelle. Mais notre rôle, c'est de veiller en permanence à ce que ces usages des données personnelles se fassent dans les conditions les plus protectrices possibles pour l'individu et aussi dans des conditions de proportionnalité. C'est-à-dire entre la finalité, ceux auxquels ça va servir, et le risque que ça fait peser sur la personne, il faut qu'il y ait une forme de proportionnalité. Ça, c'est au cœur des textes, hein, c'est vraiment le cœur des textes. Et c'est pas toujours facile de trouver cet équilibre. C'est souvent une espèce de corniche étroite sur laquelle on chemine quand des textes nous sont soumis ou des demandes d'autorisation pour réutilisation de données. Arriver à peser, où est la proportionnalité, et c'est une des problématiques que nous avons eues pendant la période Covid. C'est-à-dire que par exemple, tous les systèmes d'information qui ont été mis en place pour gérer la pandémie, on a accepté des tolérances qu'on n'aurait pas eues en période non pandémique, parce qu'il y avait une situation d'urgence qui justifiait de faire un certain nombre de choses, mais on a régulièrement demandé au gouvernement, interpellé le gouvernement en disant on veut comprendre à quoi ça a servi, quels ont été les effets produits, dans quelle mesure ça a été utile, pour mesurer cette proportionnalité. Et ça a été
chacune de nos décisions sur les systèmes d'information de gestion du Covid, on disait on veut des études, on veut des études, on veut des études, et les premières études sortent seulement maintenant. Donc pour nous, ça c'est une vraie problématique parce qu'on ne peut pas apprécier la proportionnalité d'une atteinte au droit si on ne se donne pas les moyens de mesurer les effets. Donc voilà, alors pour revenir aux usages possibles, après il y a la question de la sensibilité des données concernées. Si on prend l'exemple des données de santé, qui font partie de ce que dans le RGPD on appelle les données sensibles, hein, c'est une catégorie à part entière, aujourd'hui on voit bien qu'il y a des tas d'usages tout à fait souhaitables, notamment en matière de recherche, hein, puisque le fait de pouvoir accéder, en France, on a une énorme base de données qui s'appelle le SNDS, le Système national de données de santé, qui réunit toutes les données de santé des Français. Donc vous voyez, c'est vraiment massif. Le fait de pouvoir accéder à ces données, le cas échéant les croiser avec d'autres types de données, ça permet d'ouvrir des pistes de recherche absolument fructueuses. Vraiment, je ne sais pas, je vais prendre un exemple quelconque, mais imaginons que vous enquêtiez sur la toxicité de pesticides. Si vous pouvez croiser les données de santé des agriculteurs dans des zones d'épandage de pesticides avec le taux d'utilisation de pesticides, voilà, ce croisement de données va tout de suite vous donner une indication pour voir degré de toxicité ou pas, etc. Bon. Donc ça ouvre des champs de recherche, évidemment. Bon, après, là, je prenais un exemple où on va croiser des données, mais rien qu'en restant à l'intérieur des données de santé, il y a énormément de recherches qui sont entreprises. Et donc ça, c'est évidemment des choses qu'on ne peut que encourager. Après, les questions qui se posent, c'est comment on s'assure que ces données vont vraiment ne servir qu'à la recherche, enfin qu'à la recherche ou qu'à des finalités de santé publique ou l'amélioration de la santé de nos concitoyens, et comment on protège ces données. Et on a vu dans le passé, par exemple au Royaume-Uni, Google avait signé un accord avec des hôpitaux et sans demander le consentement des patients, avait récupéré des données massives de patients. Bon, ça a fait un scandale, ils ont été obligés de faire machine arrière, d'arrêter ça. Mais voilà, ce qui est important, c'est de ne pas entraver les usages les plus profitables comme ceux de la recherche en santé, tout en s'assurant que ces données sont protégées. Or, aujourd'hui, on voit, et on en a encore eu là, pas plus tard que cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse qu'il y a des données de plusieurs dizaines de milliers de patients qui sont partis dans la nature parce que des pharmaciens avaient mal... Enfin, je n'ai pas le détail technique, mais enfin, il y avait en tout cas des problèmes de sécurisation des mots de passe, des accès de pharmaciens. Et donc, il y a eu un hacking et les données de santé ont été piratées. Mais des cyberattaques, vous en avez tous les jours. Et dans la période actuelle, avec un contexte de guerre, les cyberattaques se multiplient. Donc, on a besoin aujourd'hui de marcher sur les deux pieds, de renforcer le droit et de renforcer la sécurité en permanence. C'est pour ça qu'ici, à la CNIL, historiquement, la CNIL était composée essentiellement de juristes. Aujourd'hui, on a toute une équipe d'ingénieurs, hein, et c'est une équipe qu'on ne cesse de renforcer parce qu'on a besoin aussi de voir vraiment à l'intérieur des systèmes de traitement de données comment est-ce qu'ils sont sécurisés, qui a accès à ces données, comment est-ce que les personnes qui ont accès ont été habilitées, est-ce que ces personnes ne sont pas trop nombreuses? Est-ce que leurs mots de passe sont sécurisés? Est-ce qu'il y a une journalisation, ce qu'on appelle la journalisation de leur accès au traitement, etc. Enfin voilà, j'ai toute une série de mesures qu'on surveille comme le lait sur le feu pour s'assurer que les systèmes de données de santé soient bien sûr utiles, mais surtout très sécurisés. Voilà. Et puis, alors après, à côté de tout ce rôle que je viens de décrire là en termes de protection des données, la CNIL a aussi un rôle de tête chercheuse sur ces enjeux de vie privée à l'ère du 21e siècle et du numérique partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est installé dans un local qui est celui du LINC. Le LINC, c'est la cellule de prospective de la CNIL, qui a un rôle assez atypique pour ce qu'on appelle une AAI, une autorité administrative indépendante. Donc souvent on se représente la CNIL un peu comme une vieille dame, une vieille institution. En fait, la CNIL, c'est une institution très vivante, très moderne, et le LINC fait partie
de ce qui participe de cette modernité de la ligne, puisque en permanence, et ils éditent, l'équipe du Link édite des cahiers régulièrement qui vont enquêter sur des nouveaux sujets montants liés au numérique et sur les questions que ça peut soulever en termes de vie privée et aussi sur des pistes possibles de réponse aux questions soulevées. Voilà, donc c'est un lieu qui est très, très stimulant. Évidemment, j'invite à lire les productions du Link qu'on trouvera sur leur site web. Alors, comme je vous l'avais dit, à la fin, au terme de ces entretiens, depuis début 2015, on a toujours une petite question secrète, mais je vous avais dit bienveillante. Là, vous pouvez vous tourner vers les 2 caméras qui vous regardent, donc vers le public dont on sait qu'il est extrêmement, un spectre extrêmement large. Si vous aviez aujourd'hui, et on sera diffusé dans quelques semaines, si vous aviez aujourd'hui, que ce soit un conseil, peut-être dans nos données, dans nos communs, dans notre relation au partage, ou si vous aviez un message à faire passer depuis justement ce lieu, la CNIL, hein, que tout le monde connaît et dont tout le monde c'est l'action. Qu'est-ce que vous auriez envie de soit dire ou soit de conseiller je sais que vous avez aussi un rôle dans l'enseignement. Qu'est-ce que vous voudriez dire aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai envie de dire à tout un chacun de ne pas négliger les questions numériques. C'est-à-dire, voilà, je l'évoquais tout à l'heure, mais le numérique est éminemment politique. Voilà. Et donc il faut, de la même manière qu'on peut, alors évidemment, on ne peut pas être investi sur tous les fronts, sur toutes les questions, mais de la même manière qu'on peut s'engager sur les questions environnementales ou sur les questions de santé ou sur les questions de, que sais-je encore, de démocratie, je pense qu'aujourd'hui, il est absolument indispensable qu'on pense le numérique individuellement et collectivement. Donc individuellement, ça passe par des petits gestes, c'est ne pas juste cliquer sans se poser de questions, voilà, prendre le temps d'aller choisir les cookies qu'on veut valider ou pas valider, par exemple, voilà. C'est toute petite chose, mais c'est déjà un petit geste d'engagement. Et collectivement, pour ceux d'entre vous qui nous regardent aujourd'hui et qui ont un petit peu d'envie de se mobiliser, c'est d'aller dans vos organisations, dans vos structures, dans vos associations, dans vos syndicats, dans vos partis politiques et de soulever ces questions, de les travailler collectivement, de les faire monter dans l'espace public pour que ce numérique qui est éminemment politique soit traité à la hauteur des enjeux qu'il soulève. Eh bien, un grand merci Valérie Peugeot pour cet entretien. Merci à vous, merci.